Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette édition spéciale que vous présente en synergie la radio Nzamba Agatega Kawe, la radio publique africaine RPA et la télévision Renaissance. Nous sommes vendredi 25 avril 2025, ça fait exactement 10 ans, jour pour jour, que les manifestations contre le troisième mandat de le président Pierre Nkurunziza avaient commencé. On se souviendra que ces manifestations ont été sévèrement réprimées par le pouvoir. Beaucoup de Burundais, entre autres les opposants politiques, les acteurs de la société civile, les journalistes accusés de s'opposer à ce troisième mandat, ont été tués, emprisonnés, torturés, enlevés ou poussés à l'exil, alors qu'ils réclamaient le respect de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Plus tard, la Cour de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est leur donnera raison. Elle a bel et bien précisé que ce troisième mandat de Pierre Nkurunziza a été inconstitutionnel, mais le pouvoir CNDD peine encore à reconnaître et à mettre en application ces décisions de la Cour. Voilà le sujet unique qui va nous occuper dans ce jour de la synergie des médias. Nous parlerons du bilan et des leçons à tirer de ces 10 dernières années, notamment le sort des victimes de ces manifestations. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce journal de la synergie des médias, c'est le duo Josiane Mouzaneza et moi-même, Jean-Georges Kibogora. Dans quelques poussées de secondes, le journal Grande Nature. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Depuis que Pierre Nkurunziza a été désigné comme candidat du parti CNDD-FDD pour un troisième mandat lors des élections de 2015, de nombreux Burundais se sont levés pour dénoncer cette décision à travers des manifestations pacifiques. Le régime en place, à l'époque, a réagi avec une répression brutale, sans aucune considération pour ces mobilisations, entraînant ainsi de graves violations des droits de l'homme à l'encontre des manifestants. Depuis lors, le pays n'a cessé de régresser dans la totalité des secteurs de la vie nationale. Bonfils Nyongere nous en dit plus. Il s'agit de Pascal Nyabenda, ancien président du parti CNDD-FDD. C'était le 25 avril 2015. Il annonçait que Pierre Nkurunziza serait le candidat du parti à l'élection présidentielle. Dès le lendemain, des milliers de Burundais se sont mobilisés pour entamer des manifestations pacifiques contre ce qu'ils considéraient comme un troisième mandat inconstitutionnel de Pierre Nkurunziza, en violation de la Constitution de 2005 et des accords d'Arusha. Les forces de l'ordre ont rapidement eu recours à une répression violente pour tenter de mettre fin à ces mobilisations. 18 jours plus tard, un groupe de militaires a tenté de renverser le pouvoir de Pierre Nkurunziza. C'était le 13 mai 2015, le général Godefroid Niyombare a annoncé un coup d'État. Les putschistes ont attaqué la radio Rema FM. Le lendemain, le 14 mai 2015, plusieurs médias qui avaient relayé la déclaration du général, notamment la radio publique africaine RPA, la radio-télévision Renaissance, la radio Isanganiro, la radio Bonesha FM ont été attaquées et incendiées par les forces de sécurité. Plus de 1200 personnes ont été tuées durant et après les manifestations. Des centaines ont été portées disparues. Certaines ont été torturées, d'autres emprisonnées. Des femmes et filles ont été victimes de violences sexuelles. Selon les organisations de défense des droits humains, plus de 400 000 personnes ont fui le pays. Parmi ces réfugiés figurent les opposants politiques et les défenseurs des droits humains, des journalistes, tous particulièrement visés. De nombreuses organisations de défense des droits humains ont été suspendues. Les lois adoptées depuis 2015 enfreignent aux principes et devoirs citoyens ou libertés civiles et politiques. Depuis 2005, le CNDD-FDD a progressivement pris le contrôle de toutes les institutions du pays, y compris la justice, désormais soumise à son influence. Les élections de 2015 et de 2020 ont été entachées de nombreuses irrégularités, notamment en raison de la pression exercée par le pouvoir et de l'exclusion de plusieurs partis politiques et d'opposition. La nouvelle loi électorale adoptée sans consensus risque de renforcer
encore davantage cette exclusion. En raison des violations des droits humains et de nombreux autres abus, le régime du CNDD-FDD a été sanctionné par la communauté internationale, ce qui a entraîné une grave crise économique. Pénurie des produits de première nécessité, hausse du chômage, gaspillage des ressources publiques et corruption aggravent la situation dans le pays. Merci, bon fils Nyongé, pour toutes ces précisions. Le mouvement international des jeunes burundais trouve que la volonté de rester au pouvoir affichée par Pierre Nkurunziza en 2015 est l'un des facteurs qui sont à l'origine des problèmes qui persistent encore au Burundi. Daniel Ngenda Kumana, porte-parole de ce mouvement, revient également sur ce qu'il qualifie de courage et de bravoure des jeunes qui ont manifesté en masse contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza et déplore le comportement des jeunes qui ont accepté d'être instrumentalisés par le régime CNDD-FDD. On l'écoute. La crise de 2015 au Burundi a été un tournant majeur déclenché par la volonté de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat, une démarche illégale qui violait l'article 96 de la Constitution et l'esprit des accords pour la paix et la réconciliation qui limitait le pouvoir présidentiel à 2 mandats. Cette tentative de prolongation du pouvoir a provoqué une large résistance populaire, notamment de jeunes qui se sont unis dans des manifestations pacifiques pour rejeter ce régime autoritaire. Les jeunes ont refusé de vivre sous un système dictatorial, risquant leur vie pour défendre un avenir démocratique. Cependant, cette révolte a été durement réprimée et de nombreux jeunes ont subi des violences extrêmes, allant de la torture à l'emprisonnement arbitraire. Beaucoup ont été contraints à l'exil, fuyant un régime qui les persécutait pour leurs idées et leurs engagements, et certains ont été assassinés pour avoir pris position contre le pouvoir en place. Et cette violence et ces répressions ont laissé des cicatrices profondes, mais ont aussi renforcé la détermination des jeunes à se battre pour la justice et la liberté. La crise a également révélé l'instrumentalisation tragique de la jeunesse. Certains jeunes ont été manipulés et poussés à participer à des actes de violence, devenant des instruments au service des politiciens avides de pouvoir. Et ces jeunes risquent de devoir répondre de leurs actes devant la justice un jour. La vérité et la justice finiront par triompher et ceux qui ont été poussés à commettre des atrocités devront en assumer les conséquences. Aujourd'hui, le conseil que je donnerai aux jeunes est de se réveiller, de prendre conscience de leur rôle crucial dans l'avenir du pays. Le patriotisme ne doit jamais faire d'eux des instruments au service des intérêts personnels d'autres, mais doit les pousser à défendre les intérêts supérieurs de la nation. Il est essentiel de réfléchir avant d'agir, de ne pas se laisser manipuler et de devenir les acteurs du changement que nous souhaitons, non des agents. Nous devons développer un esprit critique et rejeter les politiciens sans vision pour un Burundi juste. Et la lutte pour la paix, la dignité et la prospérité continue et un avenir meilleur est à notre portée. Un peu plus tard, la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est a pourtant confirmé l'inconstitutionnalité du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Pourtant, le gouvernement burundais semble toujours réticent à appliquer cet arrêt. Maître Dieudonné Bachela-Richidze, qui a suivi de près ce dossier, revient sur les circonstances qui ont conduit la société civile des pays membres de l'EAC à saisir la Cour, une démarche qui s'est soldée par une victoire juridique. Il nourrit l'espoir que le gouvernement burundais finira par exécuter cette décision quand il demeure membre de l'institution régionale qu'il a rendue. Maître Dieudonné Bachela-Richidze. Lorsque, en 2018, la Chambre d'appel a dit que la Cour est compétente et qu'il faut que cette Cour analyse le fond de l'affaire, nous savions que le principal argument de l'État du Burundi venait d'être balayé. Et c'est en date du 25 novembre 2021 à Bujumbura que la décision de la Cour a été prononcée. Et dans cette décision, le paragraphe 97 souligne bien que le troisième mandat était contre la Constitution du Burundi, contre l'accord d'Arusha et contre le traité établissant la communauté est-africaine. Cet arrêt
qui a été prononcé à Bujumbura est venu légitimer les demandes des personnes qui ont défendu la légalité constitutionnelle, et c'est une décision qui vient nous dire que ceux qui ont protesté contre le troisième mandat étaient du bon côté de l'histoire et du droit. C'est-à-dire que, de façon définitive, il a été établi que ceux qui ont contesté le troisième mandat de Nkurunziza étaient en train de défendre la légalité au Burundi. Même si on essaie d'inverser la tendance en taxant les défendeurs de la légalité constitutionnelle comme étant des putschistes, la Cour a redressé, et devant le grand tribunal qui est l'histoire, le monde entier considérera le CNDD-FDD comme ayant opéré un coup d'État en 2015. Il est grand temps que le Burundi applique cette décision, tellement le Burundi a essayé de se défendre bec et ongle pendant 6 ans. Le pays n'a pas dépensé autant de moyens pour rien. Il faut que le Burundi, que le gouvernement du CNDD-FDD accepte le verdict et reconnaisse les personnes qui ont défendu la légalité constitutionnelle au Burundi doivent être réhabilitées. C'est à partir d'un dialogue franc et sincère entre les Burundais que cet arrêt peut être appliqué, et c'est un arrêt qui peut ramener le Burundi sur les rails de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Dans la suite de ce journal de la synergie des médias, la douleur est profonde chez les familles des victimes de cette crise de 2015. Des gens ont été persécutés pour la simple raison qu'ils se sont levés pour dire non au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Eh bien, c'est la déclaration d'Olivier Kenessé, président de l'association Aba Choualihe. C'est une association qui regroupe des familles des victimes de la crise de 2015. Cette association demande à la justice internationale qu'elle juge indépendante de traiter au plus vite les dossiers judiciaires des auteurs des crimes commis après le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Écoutez plutôt Olivier Kenessé, il est président de l'association Aba Choualihe. C'est une désolation indicible au sein des familles qui ont perdu les leurs en général dans des conditions inattendues et inacceptables pour tout être humain, et en particulier au sein des familles membres de l'association Aba Choualihe où sont les nôtres. Le régime CNDD-FDD n'a pas hésité de traquer et éliminer tout citoyen burundais, même les étrangers, qui osaient montrer la maladresse du régime en place. C'est vraiment très regrettable pour nous qui sommes dans la souffrance causée par la perte des vies humaines occasionnée par les gens qui devaient les protéger. Pire encore, cette situation perdure. Les élites du pouvoir continuent à s'engager, à décimer, à faire disparaître les gens sans inquiétude. Nous constatons que la justice burundaise passe sous silence tous ces cas de violation grave des droits de l'homme. Si aujourd'hui, les femmes et hommes responsables de cette justice n'osent rien faire sur de tels dossiers, qu'ils sachent qu'un jour, les Burundais bénéficieront d'une véritable justice et ces dossiers seront analysés. Comme nous ne sommes pas encore là, nous souhaiterions que la justice internationale indépendante et compétente, comme la Cour pénale internationale, traite d'urgence les dossiers déjà soumis afin d'endosser la responsabilité aux vrais auteurs des crimes contre l'humanité commis au Burundi. L'association Aba Choualihe appelle les familles des victimes des disparitions forcées à garder le courage, chercher chacune les preuves du cas qui la concerne, vaincre la peur et s'engager à mener le combat de chercher la vérité et d'obtenir justice et réparation. Du côté du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes
de droit international commis au Burundi, CAVIB en sigle, il faut savoir que la procédure et le traitement des dossiers soumis à différents cours et tribunaux internationaux en quête de justice pour les victimes avance bien. Maître Gustave Niondima, président du CAVIB, tranquillise les victimes et encourage les autres Burundais qui subissent encore des traitements punissables par les juridictions internationales de continuer à soumettre leurs dossiers au CAVIB. Suivez. Le CAVIB a soumis des milliers de dossiers criminels devant les juridictions internationales, interalliées à la Cour pénale internationale, les mécanismes onusiens, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est, et j'en passe. La procédure y afférente ainsi que le traitement de ces dossiers vont bon train et on collabore de commun accord avec les juridictions saisies. On a une lueur d'espoir que les victimes auront justice et qu'elles recouvreront leur dignité, quitte à ce que les bourreaux soient matés et traduits en justice. Le CAVIB demeure disposé à apporter son expertise envers les victimes afin que la lutte contre les violations des droits de l'homme soit une réalité. In fine, le CAVIB encourage toutes les personnes éprises du respect de la loi de continuer à dénoncer quotidiennement tous les crimes commis au Burundi. Et le CAVIB rassure les victimes que leurs bourreaux seront tôt ou tard matés et traduits en justice. Le CAVIB continue à inventorier et collecter toutes les autres cas de violation des droits de l'homme, même si le CAVIB avait déjà soumis des milliers de dossiers devant les juridictions internationales. Le travail continue et comme on dit, never give up, ne jamais abandonner. On continue à collecter et inventorier d'autres cas de violation des droits de l'homme pour les soumettre aux juridictions internationales. Voilà, c'était Gustave Niondima, président du collectif CAVIB. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, Namahoro, estime que les 10 années de crise sont une période longue et exceptionnelle pour les femmes et filles engagées pour la paix, la sécurité et les droits de l'homme. Pour Marie-Louise Vaïchako, présidente de ce mouvement, malgré les multiples défis auxquels fait face les femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, ils ne sont pas restés les bras croisés. Des actions concrètes ont été menées pour soutenir les victimes. Marie-Louise Vaïchako. Quand nous avons commencé, rien n'était en place. Des femmes passionnées et engagées, convaincues qu'il ne fallait pas rester les bras croisés pendant que notre patrie était en difficulté, nous nous sommes retrouvées là, en exil. Certaines étaient déjà dans le mouvement féminin au Burundi ou ailleurs, d'autres n'en avaient jamais entendu parler, d'autres encore en étaient informées, mais n'avaient jamais senti l'intérêt d'y adhérer. C'était resté trop loin. Mais comme on dit toujours, il y a un temps pour tout. Des femmes et des filles qui ne s'étaient jamais rencontrées se retrouvent dans la même situation et s'accordent sur la nécessité de se mettre ensemble pour se soutenir mutuellement dans ces conditions difficiles que nous vivions en tant que réfugiés. Joindre nos forces, notre savoir, nos expériences et nos maigres moyens pour créer ce cadre devenu aujourd'hui une force. Poursuivre de près la situation au pays et faire le plaidoyer pour la paix, la sécurité et les droits humains, ainsi que la participation des femmes à tous les processus de prise de décision. Nous nous sommes vite engagés dans la recherche de toutes ces femmes qui auraient été victimes de viols et violences basées sur le genre au Burundi, surtout en 2015 et au-delà. Sans beaucoup de moyens financiers à notre disposition, nous avons fait un travail extraordinaire en repérant les victimes, en les écoutant, en leur témoignant notre solidarité et notre empathie, en mettant ensemble nos moyens et ceux de nos amis pour les secourir et les accompagner jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur confiance en soi. C'est une grande satisfaction pour nous de voir certaines d'entre elles prendre le micro et témoigner de tout ce que nous avons fait pour elles au moment où elles en avaient le plus besoin. Ce fut un chemin passionnant, mais très dur, jonché de moments de dénuement, de déception, de découragement, d'impatience, mais aussi de résilience et de détermination. Il nous est souvent arrivé de nous dire, tous ensemble, que nous avions l'impression de travailler en l'air, que personne ne nous écoutait, mais à d'autres moments, nous voyons aussi que nos efforts n'étaient pas vains. Ça nous a pris du temps pour nous faire accepter par nos frères et sœurs défenseurs des droits humains du fait qu'ils ne nous avaient pas connus dans notre diversité sur le terrain avant l'exil.
Ça nous a aussi pris du temps pour nous faire reconnaître par les partenaires qui soutiennent les organisations de la société civile en exil, parce que nous n'avions pas d'histoire de performance parlant pour nous. Mais peu à peu, nous avons été acceptés, nous avons été visibles et nous avons fini par nous frayer un espace. Nous avons rencontré certains partenaires qui nous ont reconnus et acceptés et se sont résolus à nous accompagner. Toute notre gratitude à tous ceux qui nous ont portés, ceux qui nous ont soutenus, ceux qui ont parlé de nous, ceux qui se sont engagés pour nous. Cela fait 10 ans, nous sommes encore là, même si les choses ne se sont pas toujours passées comme nous le voulions. Il nous est même arrivé d'être en désaccord entre nous. Ce fut un moment de grande détresse pour le mouvement féminin burundais à l'exil, mais heureusement, nous ne sommes pas restés engloutis dans la fosse, nous en sommes sortis agrandis. Nous sommes maintenant 2 organisations travaillant ensemble sur le même terrain, main dans la main. La Ligue des droits de l'homme, ITK, elle déplore que 10 ans après le début de la crise burundaise, la situation n'a cessé de se détériorer. Pour Enchère Nikoyadidze, président de la Ligue ITK, le système répressif mis en place sous Pierre Nkurunziza s'est perpétué avec son successeur Évariste Ndayishimiye. Il dénonce la continuité d'un régime qui qualifie de criminel et que les crimes sont commis dans la clandestinité. On l'écoute. Si on regarde le bilan de la LITK, on voit que les chiffres, les crimes contre l'humanité ont continué. Seule la stratégie a été innovée. À la LITK, on se base sur le fait que dans une grande partie, plus de la moitié des personnes qui sont assassinées, ils sont retrouvés cadavres dans les rues, dans différents endroits. Il y a aussi des enlèvements qui ont continué. Et aussi un grand nombre de personnes qui sont assassinées par des acteurs non identifiés. Et là, je dois souligner, en fait, le fait qu'il y a une stratégie dans tout le pays où ces corps retrouvés, à la réalité, quand on a dénombré autour, durant les 5 ans, c'est pareil, moins de 5 ans, c'est 4 ans, environ 9 mois, on a déjà dénombré plus d'environ 1400 cadavres. Et ces corps sans vie ont été enterrés sans la moindre enquête. On remarque vraiment que c'est une stratégie qui est là parce que et l'administration à la base, et la police, et les Imbonerakure, ils sont mobilisés de la même manière dans tout le pays, dans tous les coins du pays, pour enterrer ces corps sans qu'il y ait des enquêtes. Alors qu'il y avait des institutions pour le faire, parce que le gouvernement est doté des parquets, doté de la police, il est doté aussi d'une administration dans tout le territoire. Donc tout ça pour montrer que vraiment le système qui est là, le système qui continue, c'est un système qui ne fait que promouvoir une impunité. On a pu remarquer aussi que la répression contre les organisations de la société civile, l'opposition a continué d'une même manière. Je reviens sur la PDH, sur des femmes juristes, vous vous souviendrez des 5 défenseurs qui ont été emprisonnés abusivement. Par après, ils ont été libérés, mais ils ont été libérés parce qu'il y a eu un plaidoyer conjugué de différents acteurs. Du côté de l'opposition, ils ont passé à la barre très haut parce qu'ils ont même détruit le principal parti d'opposition d'Agathon Rwasa pour le moment. Donc pour dire qu'il n'y a pas, et durant toute cette période, le gouvernement de Ndayishimiye n'a jamais passé une minute à comment il peut réorganiser, trouver issue de cette crise politique. C'était Enchère René Koyadidze, président de la Ligue des droits de l'homme ITK. Entre-temps, l'Union burundaise des journalistes UBJ constate avec amertume que la liberté de la presse a beaucoup régressé au Burundi sur ces 10 dernières années. La fermeture et la destruction des médias indépendants, la persécution et l'assassinat des journalistes victimes de leur métier le démontrent. C'est Alexandre Nyung, co-président de l'UBJ, qui le dit. Il remercie les journalistes et les médias indépendants pour n'avoir pas baissé les bras, malgré que le gouvernement du Burundi ait tout fait pour les réduire au silence et qui travaillent dans des conditions difficiles en exil. On écoute. Ces 10 dernières années qui viennent de s'écouler ont été une période de défis significatifs, mais aussi une période d'efforts, de résilience.
La situation donc politique de 2015 a entraîné plusieurs tensions, a entraîné plusieurs répressions. Je rappelle ici la destruction des médias indépendants et cela a eu un impact sur la liberté de la presse, sur les journalistes souvent attaqués, emprisonnés et contraints à l'exil. Aujourd'hui, nous comptons près de 200 journalistes qui ont été contraints à l'exil, sans oublier bien évidemment ceux qui ont été tués. Rappelons-nous de Christophe Ngezabahiz et toute sa famille, rappelons-nous de l'enlèvement de Jean Bigirimana, sans oublier les consoeurs et confrères qui ont connu la prison pour le simple fait d'être journaliste. Aujourd'hui, Sandra, qui est toujours en prison, c'est effectivement un défi et surtout, mais aussi une résilience. On n'aurait pas pensé que, après la discussion de la RPA, de Télérenaissance, où l'on pourrait encore une fois les entendre, je dirais que comme on dit, quand ils nous ont enterrés, ils ne savaient pas que nous étions des graines pour repousser. Et cela s'applique effectivement à ces médias. On se rappelle aussi de cette adaptation qui a conduit à la création de la radio Inzamba, Agateka Kawe, qui continue aujourd'hui aussi à fournir des informations au public. Donc cette répression et la censure qui s'en est suivie a fait que justement il y ait une résilience qui est née, qui est là. Et je profite au nom des collègues responsables de ces médias et en mon nom en tant que président de l'Union burundaise des journalistes, de remercier beaucoup tous ces collègues qui se sont donnés cohérents, qui continuent dans des conditions très difficiles à s'acquitter de cette mission d'informer, à permettre à ce public de continuer à jouir de son droit à l'information. C'est quelque chose de très important. C'est aussi une occasion de remercier les partenaires. Je crois que même si on en compte sur les bouts de doigts, ces partenaires nous ont quand même soutenus, continuent à nous soutenir dans ces moments, je dirais, qui ne sont pas normaux, mais aussi de lancer un appel à tous les autres partenaires de continuer à soutenir les médias, à soutenir l'information. Côté politicien, Léonce Ngenda Koumana, politique et ancien président du parti Sawanya Frodebo, prouve que les 10 années ont permis quand même aux différents acteurs de la vie nationale à faire une lutte commune pour l'intérêt supérieur de la nation et de se rendre compte que le respect de l'accord d'Arusha et de la Constitution qui en est issu est la seule arme pour la refondation de la nation burundaise. On écoute Léonce Ngenda Koumana. Le combat que nous avons mené a produit des résultats positifs et même satisfaisants. Il n'y en a pas beaucoup qui le voient ainsi, mais moi je le vois de cette façon, de cette manière. Même si le mouvement a été momentanément interrompu, il s'est poursuivi à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, en faisant le bilan, on voit que nous avons eu 2 grandes réalisations. La première réalisation, c'est cet esprit-là qui s'est développé entre les partis politiques, la société civile, les médias, les confessions religieuses, la population, les institutions, pour une cohabitation pacifique, une lutte pacifique commune pour l'intérêt du peuple burundais, pour l'intérêt supérieur de la nation burundaise, à savoir la paix et la sécurité pour tous, à savoir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, à savoir la justice pour tous, à savoir l'unité et la cohésion du peuple burundais, l'équité, le développement économique et social. Et on l'a fait. Cet esprit persiste. Partout où je participe dans des émissions, cet esprit revient. Cette problématique qui revient de rester ensemble pour consolider un vaste rassemblement pour la paix, la démocratie, la réconciliation et le développement. Cette arme repose sur 4 principes moteurs. Premier principe, le plus jamais ça. Qu'aucun gouvernement du Burundi ne nous fasse retourner dans l'ethnisme, dans l'exclusion, dans le génocide, dans la consécration de la prison comme voie de sortie, dans la consécration de l'exil comme voie de sortie, comme la consécration de la mort. Ça, c'est le premier principe qui est fondamental, respect de la dignité de la personne humaine. Le deuxième principe, c'est de consacrer la démocratie et la bonne gouvernance comme fondement de chaque gouvernement du Burundi. Si on veut réellement guérir les blessures du passé, guérir le traumatisme du passé. Troisième principe,
c'est le principe de faire en sorte que la paix et la sécurité soient une priorité de chaque gouvernement du Burundi. Garantir la paix et la sécurité de tous les citoyens burundais. Et que le pays soit reconstruit et développé. Voilà les 4 principes sur lesquels repose cette arme constituée par l'accord d'Arusha et la Constitution de 2005. On devra travailler pour que cette arme soit comprise et utilisée par tous les Burundais pour la refondation de la nation. Et voilà, amis fidèles auditeurs, c'est par ici que prend fin le journal en synergie des médias RPA, Radio Inzamba, Agape Kakaoui, ainsi que la télévision Renaissance, une synergie qui est revenue sur les 10 ans de crise consécutive au 3e mandat inconstitutionnel de feu le président Pierre Nkurunziza. Merci pour votre aimable écoute. Le duo Josiane Mozaneza et Jean-Georges Kibogora vous dit au revoir et à la prochaine.